bien bonjour, ravi de vous retrouver et bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme L'Égypte à la une. Et la conférence des États partis à la Convention des Nations Unies contre la corruption s'est ouverte ce matin à Sharm el-Sheikh. Et notre envoyé spécial, notre collègue Hani Farag, se trouve pour la couverture de cette réunion. Bonjour Hani. Oui, bonjour Diane, bonjour tout le monde. Comme vous venez de dire, je me trouve actuellement à Sharm el-Sheikh, où se tient la 9e édition de la conférence des États partis de la Convention des Nations Unies de la lutte contre la corruption. C'est un grand titre, mais aussi c'est une grande émission, notamment au niveau africain, pour les différentes institutions, les différentes autorités spécialisées dans la lutte contre la corruption. C'est pourquoi j'ai eu le plaisir d'avoir avec moi actuellement Monsieur Badou Etienne. C'est bien sûr le président de l'autorité de la lutte contre la corruption au sein de Bénin. Monsieur Badou, vous êtes le bienvenu sur l'antenne internationale. Merci beaucoup, c'est un plaisir renouvelé vraiment d'être ici. J'étais déjà ici pour la première fois il y a 2 ans, donc c'est un plaisir pour moi de revenir sur la terre égyptienne pour prendre part à la 9e session de la conférence des États partis à la Convention des Nations Unies contre la corruption, qui se tient dans un contexte vraiment de Covid-19, où il y a beaucoup de contraintes liées aux questions de transparence, aux questions d'intégrité un peu partout dans le monde entier. Donc c'est là que réside pour nous, en tant que représentants du Bénin, l'intérêt que nous avons pour cette session de la conférence des États partis. Donc encore une fois, vous étiez ici il y a 2 ans, dans le premier forum africain. Oui, j'étais déjà ici et suite à ça, nous avons tenu l'Assemblée générale des autorités anticorruption de l'Afrique de l'Ouest. Dans la même foulée, je crois que c'était en juin 2019. Ça a été la première fois que j'étais venu en Égypte et c'est un plaisir pour moi également d'être là à nouveau dans un champ beaucoup plus élargi puisque cette fois-ci, c'est à l'échelle mondiale. C'est les représentants de tous les pays du monde entier, de tous ceux qui ont ratifié la Convention des Nations Unies contre la corruption, de toutes les organisations internationales et des médias également, la société civile qui sont réunis ici pour réfléchir sur la problématique de la lutte contre la corruption. Mais permettez-moi, vous vous retrouvez aujourd'hui dans des conditions presque tout à fait différentes de 2019, parce que aujourd'hui, le Covid-19 représente l'un des défis majeurs auxquels sont confrontés non seulement le continent africain, mais les différentes nationalités du monde entier. Donc, dans la lutte contre la corruption, comment le Covid a affecté, par exemple, les budgets ou les finances visant à lutter contre la corruption, et comment vous, en tant que représentant du Bénin, au niveau de la lutte contre la corruption, comment vous avez pu, si je peux dire, dépasser de tels obstacles? Oui, ça n'a pas été facile parce que, comme vous l'avez dit, effectivement, la pandémie de coronavirus Covid-19 a eu des impacts sur l'économie. Et là, les taux de croissance prévus n'ont pas pu être atteints. Donc, par ricochet, il y a un certain nombre de choses qui n'ont pas pu être faites au plan national. Donc, nous avons pu quand même, grâce à la volonté politique manifestée par le pouvoir en place, quand même pu continuer nos activités. Mais il faut dire que cela a eu pour impact de ralentir quand même un peu la croissance économique et donc de ce point de vue, cela a une contrainte un peu sur les différentes activités, sur tout ce qui doit être fait à l'échelle nationale pour lutter contre la corruption. Mais cela n'a pas freiné un peu la tendance, la vision qui a été déjà amorcée par l'État depuis quelques années. Les réformes qui ont été adoptées se sont poursuivies et ce qui fait qu'aujourd'hui, en matière de lutte contre la corruption, je crois que ce soit les organisations internationales ou un peu partout, reconnaissent que depuis 5 ans déjà, que quand même il y a une amorce, vraiment un déclic vers une meilleure promotion de la gouvernance globale au niveau du pays, passant par la lutte contre la corruption, qui est vraiment important pour le respect des droits humains, pour le développement durable et pour la préservation des droits des citoyens les plus marginalisés.
Oui. Comme vous savez, la pandémie, mais aussi la lutte, ou plutôt la corruption représente, si je peux dire, parmi les choses ou les crimes transfrontaliers. Donc cela exige, à travers l'expérience que le monde entier a eue sur le terrain, cela exige une forte coopération au niveau non seulement national ou même régional, mais plutôt au niveau international. Donc cette édition tout à fait distinguée, c'est parce que, encore une fois, on se trouve dans des conditions exceptionnelles. Donc quels sont les mécanismes, les nouveaux mécanismes adoptés sur le terrain afin de lutter contre de tels phénomènes? Merci beaucoup. Je dois dire que de façon globale en matière de lutte contre la corruption, nous avons deux axes principaux. Le premier axe, c'est la prévention. Et quand nous parlons de prévention, c'est beaucoup de choses à la fois. Ça passe d'abord par l'éducation des citoyens sur non seulement les conséquences, la nocivité de la corruption, sur beaucoup de plans, sur le plan socio-économique, etc., mais faire en sorte de faire émerger une nouvelle génération de citoyens qui adoptent des comportements vertueux. Donc il faut faire en sorte de promouvoir la vertu et décourager le vice dans la société. Donc il faut que déjà dès le bas âge, que nous apprenions à nos enfants que la pratique de la corruption n'est pas une bonne chose et que cela, si nous n'arrivons pas à endiguer cela, cela risque de compromettre le développement socio-économique. Donc amener, les façonner déjà, puisque eux ils sont encore jeunes, ils peuvent encore apprendre, ils peuvent encore adopter des comportements éthiques. Mais quand on laisse les gens grandir, quand ils sont déjà adultes, ils ont déjà pris le pli, ils ont déjà pris certaines habitudes. Culte. Voilà, c'est devenu une culture. Donc, à partir de ce moment, c'est un peu difficile. Donc, la meilleure approche en matière de lutte contre la corruption, c'est de commencer par la base, l'éducation à la base et inscrire des curricula de formation depuis la maternelle jusqu'à l'université. Ça, c'est le premier aspect, le premier aspect en matière de prévention. Deuxième aspect qu'il faut prendre en compte, c'est de mettre en place des choses là, d'information. C'est de mettre en place une politique de dématérialisation, par exemple, dans l'administration. Faire en sorte de réduire les contacts entre les usagers et les agents de l'administration. De telle façon qu'aujourd'hui au Bénin, si vous devez prendre un casier judiciaire, si vous devez prendre même la carte d'identité aujourd'hui, dès lors que vous réussissez à avoir les pièces, vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Il suffit d'aller sur des plateformes qui sont dédiées à ça et vous faites enregistrer. Et puis, à partir de ce moment, au terme d'un délai, on vous dit, bon, c'est prêt, vous allez prendre votre carte d'identité, vous allez prendre votre casier judiciaire et beaucoup d'autres pièces. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, ça a réduit sensiblement vraiment la corruption à ces niveaux. L'autre chose également qui est quand même à mettre à l'actif du pouvoir en place, c'est également la corruption sur les axes routiers. Le Bénin était connu jusqu'à il y a 5 ans, comme étant un pays où tous les 50 mètres, pratiquement au coin de rue, les policiers vous arrêtaient, vous rançonnaient, vous devez donner de l'argent. Sinon, bon, on contrôle vos pièces. S'il y a une pièce qui manque, c'est que vous devez donner, etc., etc. Même quand vous avez les pièces, on trouvera que peut-être vous n'avez pas votre boîte à pharmacie, n'est pas complète. On trouvera toujours quelque chose pour vous renforcer. Donc, il y a même une étude régionale qui a été faite au début de cette année qui a attesté que dans la zone de l'Afrique de l'Ouest, le Bénin est le premier sur le plan quand même de la corruption, de la lutte contre la corruption sur les tronçons routiers. Donc, d'après votre parole, pour clôturer cette édition, il y a toujours deux aspects très importants, l'aspect institutionnel et l'aspect de la société. Oui. Je dois vous remercier infiniment. Merci beaucoup, le plaisir est à moi. Merci donc à vous et toujours on va essayer d'avoir d'autres interviews, d'avoir d'autres couvertures tout à fait spéciales consacrées à cette 9e conférence. Donc c'est à vous au studio. Merci. Merci, notre envoyé spécial Hani Farag qui se trouve à Sharm el-Sheikh pour la 9e conférence des États partis à la Convention des Nations Unies contre la corruption et qui a fait cette interview avec M. Bado Etienne, président de l'autorité de la lutte contre la corruption de Bénin. Et enchaînant cette édition de notre programme L'Égypte à la une avec le président Abdel Fattah el-Sisi qui a exalté le rôle axial du Comité de la sécurité et des services de renseignement
de l'Afrique, CISSA, et de toutes les agences de sécurité africaines qui ont contribué efficacement à la lutte contre la Covid-19, qui est devenue une menace croissante pour la sécurité et la stabilité dans tous les pays africains. Le président a salué également CISSA pour son rôle prépondérant dans la lutte contre l'immigration illégale, le chômage, la cyberattaque et le crime organisé. Le président a tenu ses propos lors de son intervention par visioconférence au cours de la 17e réunion du comité de la sécurité et des services de renseignement de l'Afrique qui se tient actuellement au Cadre. Pour la première fois depuis 2010, un premier ministre israélien a été reçu officiellement sur le sol égyptien lundi 13 septembre. Naftali Bennett, arrivé à la tête du gouvernement en juin, a été accueilli par le président Abdel Fattah el-Sisi à Sharm el-Sheikh, station balnéaire en manque, station balnéaire dans la péninsule du Sinaï. Le ministre israélien des Affaires étrangères Yair Lapid a effectué jeudi une visite officielle dans la capitale égyptienne, le Caire, pour rencontrer le président Abdel Fattah el-Sisi dans le but de renforcer la relation bilatérale israélo-égyptienne. Le renforcement des relations israélo-égyptiennes est un intérêt très important pour Israël, a déclaré M. Lapid dans un communiqué publié par son ministère. M. Lapid a déclaré à l'issue de sa rencontre avec le président el-Sisi que l'Égypte est un partenaire stratégique particulièrement important d'Israël. Selon M. Lapid, la réunion avec le président el-Sisi a été chaleureuse et les deux hommes ont discuté d'un certain nombre de questions clés, notamment l'Iran, la situation dans la bande de Gaza et la question des prisonniers et des personnes disparues. M. Lapid a indiqué apprécier le rôle spécial et central que joue l'Égypte dans ce dossier, a déclaré le ministère des Affaires étrangères. En tant que geste pour renforcer les liens, M. Lapid a renvoyé en Égypte des objets archéologiques qui ont été illégalement passés en contrebande depuis le pays et saisis par les autorités israéliennes. Le ministère israélien a indiqué que cette visite faisait partie de la politique étrangère du gouvernement israélien visant à tirer parti des intérêts communs de la stabilité régionale. La visite d'une journée effectuée par le chef de la diplomatie israélienne a également compris une rencontre avec son homologue égyptien Samah Shoukry. M. Lapid avait déjà rencontré M. Shoukry en juillet dernier lorsque les deux hommes se trouvaient à Bruxelles pour une conférence au Parlement européen. Le président Abdel Fattah el-Sisi a assisté mercredi au Forum mondial de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique tenu parallèlement à la conférence générale de l'Organisation islamique pour l'éducation, la science et la culture, ISE-SCE. Un commentaire. Le président Abdel Fattah el-Sisi a assisté mercredi dans la nouvelle capitale administrative au Forum mondial de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Forum GFHS 2021, et à la conférence générale de l'Organisation islamique pour l'éducation, la science et la culture, ISE-SCO. Le porte-parole de la présidence de la République a déclaré que le forum se tient dans sa deuxième édition sous les auspices du président Abdel Fattah el-Sisi sous le titre « La vision de l'avenir » avec la participation de plusieurs pays du monde islamique. De grandes universités internationales, organismes et organisations internationaux prennent part au forum. Ce forum coïncide avec la 14e session de la conférence générale de l'Organisation islamique pour l'éducation, la science et la culture, l'ICSO, qu'abrite également le Caire. Le Forum mondial de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique a porté notamment sur l'avenir du travail, la préparation et la qualification des étudiants et des jeunes chercheurs pour les futurs emplois, les besoins des marchés du travail locaux et internationaux à la lumière des répercussions de la pandémie de la Covid-19, ainsi que l'évolution rapide des compétences professionnelles et de la demande sur le marché du travail. Le forum a rassemblé une pléiade de spécialistes en pédagogie, d'experts universitaires, des représentants d'organisations internationales, d'hommes d'affaires et un grand nombre de jeunes. Une exposition a été tenue en marge du forum composé de nombreux pavillons appartenant à des universitaires publics et privés internationales, des entreprises technologiques spécialisées dans le domaine de l'éducation et de la recherche scientifique, outre des institutions internationales et des agences de financement.
Le porte-parole a déclaré que le Forum mondial sur l'enseignement supérieur et la recherche scientifique se tient cette année en parallèle avec la 14e session de la conférence générale de l'ICESO, tenue également sous les auspices du président Abdel Fattah al-Sisi avec la participation de 49 États membres de l'organisation. Le directeur général de l'Organisation du monde islamique pour l'éducation, les sciences et la culture, M. Salim Al-Malika, a souligné l'importance que les universités du XXIe siècle suivent le rythme des développements technologiques dans le monde. Dans son allocution prononcée lors du Forum mondial sur l'enseignement supérieur et la recherche scientifique, M. Al-Malika a jugé important que ces universités des États membres répondent à 4 conditions afin d'atteindre leurs objectifs et de suivre les développements de l'époque. Il a expliqué que ces conditions étaient de travailler avec beaucoup de liberté et d'indépendance, de réaliser la durabilité des ressources de financement, la capacité de faire sortir des jeunes liés au métier de demain et de construire des partenariats durables avec les grandes institutions économiques, industrielles et technologiques locales et internationales. Il a salué le développement que connaît le domaine de l'enseignement supérieur en Égypte, qui avance avec des pas constants pour réaliser la vision 2030 sous les auspices du président Abdel Fattah al-Sisi. Les exercices Pont de l'Amitié 2021 réalisés conjointement par l'Égypte et la Russie se sont déroulés en mer Méditerranéenne. L'objectif est de renforcer la coopération militaire entre les marines de guerre russes et égyptiennes dans l'intérêt de la sécurité en mer. Dalia Karam nous donne plus de détails. Un détachement de la flotte russe de la mer Noire a participé aux exercices navals conjoints Pont de l'Amitié 2021 avec l'Égypte du 3 au 10 décembre dans la partie orientale de la Méditerranée. L'escale officielle des navires de la flotte dans le port d'Alexandrie a eu lieu pour le 3 décembre. Le détachement de navires de la marine russe comprend la frégate Admiral Grigorovitch avec un hélicoptère de pont à bord, le patrouilleur Dimitri Rogatchev et le remorqueur de sauvetage SB-742, selon un communiqué du service de presse de la marine russe. Les manœuvres ont consisté à protéger des zones maritimes limitées contre diverses menaces, à mener des opérations de recherche et de sauvetage, à rechercher des navires suspects et à organiser la défense aérienne. L'exercice russo-égyptien a vu sa première édition en 2015. L'année dernière, il s'est déroulé exceptionnellement en mer Noire, zone stratégique où avaient été organisés des exercices conjoints entre les marines américaines et ukrainiennes. Les objectifs des exercices Pont de l'Amitié sont de renforcer et de développer la coopération militaire entre la marine égyptienne et la marine russe dans l'intérêt de la sécurité et de la stabilité en mer, ainsi que d'échanger des expériences sur les diverses menaces dans les zones de navigation intensive. Au cours des exercices, les navires de combat appuyés par les forces aériennes s'entraînent à pratiquer en commun les missions de protection des voies maritimes contre les différentes menaces, dont tous les types de protection et de défense des navires avec des tirs sur des cibles de surface et aériennes. Les militaires s'entraîneront par ailleurs à pratiquer des opérations de dépistage contre des navires suspects, à aider un navire en détresse, à localiser et secourir un homme tombé à la mer et à se réapprovisionner en mer. La coopération entre l'Égypte et la Russie est particulièrement fructueuse sur le plan militaire. Le Caire ayant acquis des avions de combat, hélicoptères, systèmes antiaériens ou encore des bombardiers russes depuis l'année 2013. En 2019, le pays s'est doté de nouveaux S-35 russes. L'Égypte est aujourd'hui l'une des plus grandes puissances militaires d'Afrique. Les ventes d'armes russes vers le Caire n'ont cessé d'augmenter depuis 2015, d'après le Stockholm International Peace Research Institute. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette édition de notre programme L'Égypte à la une et également la fin de la transmission en langue française qui reprend à 18h locale. Merci pour votre fidélité à Nile TV International. Bonne journée et au revoir.